C'est un peu le hasard et le fil des rencontres qui m'amènent, après avoir pendant plusieurs années photographié des ateliers du luxe à Paris, à, lors d'une rencontre, présenter mon travail et voir la réaction de mon interlocuteur travaillant au muséum qui reconnaît dans ce travail une similitude avec les métiers et les ateliers qu'il y a au muséum. Donc un essai photographique va m'être proposé sur différents métiers et seront retenus au terme de cet essai le thème de la taxidermie avec Jack Tinney. Il y a en fait deux moments dans ce projet. Lors de notre rencontre, il n'y a pas d'intention de réaliser un livre, donc c'est un travail de reportage classique qui se fait dans la durée. Ayant pris connaissance que Jack Tinney était dans sa dernière année d'activité professionnelle, nous nous sommes mis d'accord pour que je puisse le suivre durant cette dernière année et assister autant que possible à tous les événements auxquels il prendrait part. Simultanément, il a engagé une taxidermie d'un sujet qui est un damalisque et nous avons convenu que régulièrement nous aurions des rendez-vous pour chroniquer les étapes les plus importantes de son travail. Ça, c'est la première partie de l'exposition. La seconde partie de l'exposition, qui intervient 2 ou 3 ans plus tard, c'est la volonté établie de réaliser un livre pour lequel, si l'on veut raconter l'histoire de la taxidermie à travers les éléments et les sujets du muséum, il fallait créer une succession de rendez-vous avec des pièces présentes au muséum. Et donc là, c'est un travail beaucoup plus formel, beaucoup plus précis, beaucoup plus qui s'inscrit dans un calendrier. Moi, je ne suis pas un photographe de nature morte. Et je dois même dire que je n'aime pas la nature morte. Donc je me trouve dans un paradoxe. Alors, il y a quand même une chose qui sauve, c'est que les animaux photographiés ne sont pas des produits commerciaux, ce sont vraiment des objets magnifiques. Et plus on s'en rapproche, plus on se rend compte de la préciosité, de leur caractère intégralement familier et à la fois captivant. Et donc d'un sujet de nature morte, finalement, sous un éclairage et avec la bienveillante attention et les informations de Jack Tinney, ça devient un sujet finalement qui n'est pas si mort que ça. Mais pratiquement, c'est comme un travail classique, c'est-à-dire qu'il y a de toute façon une prise de rendez-vous, un repérage, pas mal de formulaires à remplir parce qu'on travaille dans un espace qui est protégé et dans lequel on souhaite ne pas abîmer les spécimens. Donc il faut bien réfléchir au matériel qu'on utilise et puis on prend un rendez-vous pour cette prise de vue. On pose de la lumière, on se fait aider pour agir rapidement et on essaye d'aller le plus loin possible dans le laps de temps qui est donné pour essayer de faire un travail qui ne soit pas simplement une représentation mais qui puisse aussi créer un effet de cinématographie qui emporte un peu le regard dans une autre dimension. Je dirais que la scénographie, c'est surtout la mise en lumière. En fait, l'animal, lui, est fixe. On en chronique le plus souvent au moins la tête et puis parfois une partie du corps. Ça suppose de mettre en place un dispositif avec un fond pour séparer l'animal de son environnement qui n'est pas toujours esthétique ou approprié pour une mise en valeur. Et puis après, c'est plutôt un ballet de lumière. Et moi, j'ai un dispositif important avec des sources multiples, souvent de l'éclairage emprunté aux scènes théâtrales. Et donc, j'aime bien, dans mes parties prises, et notamment pour ce sujet-là, garder l'esprit d'un grenier, c'est-à-dire que le grenier, c'est un peu l'endroit sombre, il y a un trait de lumière et on y va un peu à la découverte en ne sachant pas ce qu'on va y trouver. Donc j'ai volontairement utilisé des lumières qui étaient contenues, qui mettent en valeur une partie des animaux et des sujets et qui ne révèlent pas tout l'ensemble des spécimens. Bon, l'exposition, c'est un condensé du livre.
Donc dans l'exposition, on trouve d'abord une rencontre avec les coulisses du muséum. Les coulisses, c'est-à-dire là où sont conservés la plupart des spécimens qui ne sont pas présentés au public. Donc c'est la zoothèque, qui est un lieu magique. C'est une grande bibliothèque remplie d'animaux. Ça, c'est une première rencontre qui est proposée. Il y a toute une série de spécimens qui sont des spécimens patrimoniaux, qui sont des jalons, des repères historiques qui permettent de comprendre comment la taxidermie naît au muséum, comment le muséum est créé, comment les fonds vont s'enrichir, comment tout cela se passe avec les voyages des savants, des naturalistes. Et ensuite, il y a une autre partie qui est vraiment centrée sur le travail du naturaliste, c'est-à-dire son atelier, ses gestes, ses techniques. Donc, un regard sur le muséum, un regard sur une série de spécimens qui ont une valeur historique et qui veulent dire quelque chose si on s'intéresse aux techniques et à l'histoire de la taxidermie. Et enfin, un regard qui est contemporain sur le travail d'un taxidermiste sur plusieurs sujets où on voit sa technique, sa gestuelle. Oui, c'est celle qui se trouve à ma droite par le meilleur des hasards. C'est une photo qui présente une vue un petit peu large de l'atelier de Jack Tinney, avec au centre un sujet, un mannequin, qui est constitué de bois de fer et de polystyrène. Et ce polystyrène a déjà été dégrossi et présente une silhouette qui devient plus ou moins familière quand on la regarde. Et donc cette silhouette, finalement, elle a été dégrossie. Donc ça veut dire qu'il y a plein de morceaux de frigolite qui sont par terre sur un fond noir. Et donc on comprend que ce travail est un travail de sculpteur qui part d'une masse relativement informe et qui en fait un objet très étudié, très profilé, qui reçoit déjà beaucoup de savoir-faire, de soins et qui évoque déjà une figure animale. Non, puisqu'en fait mon travail a toujours été une ligne cohérente et continue qui consiste à montrer les coulisses. Et dans les coulisses, on rencontre dans les métiers du luxe évidemment des artisans et dans les métiers de grande diffusion, de consommation, de distribution, mais on rencontre pas des artisans, mais on rencontre des travailleurs et des gens qui font les choses. Et donc, en m'intéressant depuis toujours au métier, au savoir-faire, à la gestuelle, aux matières et aux lieux de production ou de process, le voyage est intéressant pour comprendre le monde actuel, que ça soit une station un lieu où on creuse dans la terre pour trouver du pétrole, ou un lieu qui est un laboratoire où on le raffine pour en faire un rouge à lèvres. En fait, il y a une continuité dans le désir et le besoin de ces sociétés et des groupes humains de transformer la matière, de faire des créations et de proposer des choses à un public. Et donc moi, je me situe clairement dans le domaine des coulisses, dans le domaine des gens qui œuvrent sur ces éléments, et donc que ça soit l'artisan ou le travailleur, c'est une même continuité, c'est juste des déclinaisons. Ça signifie qu'il faut, pour se supporter soi-même et supporter le monde, être capable de se décaler, de se décentrer, de quitter ce qu'on connaît et d'aller voir ailleurs pour essayer de mieux comprendre où on vit, qui on est. Et donc l'Inde, à 25 ans, a servi un petit peu a servi de lieu pour permettre un voyage, pour avoir une meilleure connaissance de soi et du monde, et qui permet de regarder après l'endroit où on vit, sa culture, avec un autre regard. Donc mieux se comprendre, c'est parfois prendre de la distance avec soi-même, au figuré ou au sens propre. Aller en Inde, c'est prendre de la distance. Je n'ai pas de credo, mais j'ai des zones de confort. Je suis confortable quand j'ai une vraie rencontre, un véritable dialogue, quand il y a une véritable création, dans le sens où on fait un sur-mesure. Je travaille souvent sur le sur-mesure des autres, mais mon métier, c'est aussi de faire un sur-mesure dans la communication. Et donc, je n'ai pas de credo, si ce n'est d'essayer de bien faire les choses, d'être bien à l'écoute et d'être capable de se réinventer par rapport aux circonstances qui se présentent. Quand j'étais jeune et dans le doute sur
la possibilité de m'engager dans cette profession, j'étais évidemment éclairé par quelques personnages. Je pense à Richard Avedon, je pense à Sebastião Salgado, je pense aussi à un photographe qui faisait plutôt de l'illustration italien qui s'appelait Fulvio Reuter. Et donc, il y avait Raymond Depardon également. Donc, on a besoin de quelques figures pour oser mettre un pied dans l'eau froide. Et puis quand on avance en âge, on garde évidemment ses maîtres près de soi et on en trouve d'autres, on trouve d'autres découvertes et puis on se rend compte que l'inspiration vient de partout et que qu'on reste en fait toujours à l'école. Si on reste vrai avec soi-même et frais par rapport à son travail, on reste toujours à l'école et on a toujours besoin d'apprendre et de se recycler parce que la photographie est un travail dans lequel on peut très vite s'user parce que tout va très vite au centième de seconde. On peut très vite commencer à radoter et donc pour se surprendre, pour continuer à garder une fraîcheur et une envie, il faut se réinventer et tout le monde, tout peut servir à ça. Je suis plutôt zeïciste. C'est-à-dire que dans ce que j'ai cru comprendre dans mon parcours, ce qui était important, c'était la légèreté. C'était d'être à la fois capable d'avoir un enregistrement puissant, mais avec beaucoup d'habileté, beaucoup de capacité de déplacement. Et donc, ce qui a plus compté pour moi, plus que le boîtier, ça a été plutôt l'optique. Et par le fait du hasard, quand j'ai eu 20 ans, je me suis fait offrir des optiques Zeiss, qui est donc un opticien allemand très reconnu, qui existe depuis le début du siècle passé. Et donc ce producteur de verres indépendant, il se fait qu'il y a moyen de monter ces optiques sur tous les boîtiers qui existent. Et donc ça a été mon parti. Et donc j'ai été canoniste, nikoniste, pentaxiste, mais toujours avec ce qui était important, un œil envers Zeiss et sans en faire non plus néanmoins une religion. C'est simplement dans le sens du confort et du plaisir. C'était bien comme ça. Merci à vous.